Chers inconditionnels de Camdis Télévision, la télévision républicaine, bonjour, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus dans cette deuxième sortie de votre émission Jour de campagne qui vous distille encore les activités des différents candidats en lice pour le scrutin du 12 octobre prochain. Merci donc de faire confiance à Camdis Télévision, la télévision républicaine. Votre présence devant votre écran à la maison ou alors où vous vous trouvez en ce moment. En ce moment, nous honore. Nous serons donc accompagnés pour mieux vous analyser, pour effectuer des analyses aussi croustillantes qu'alléchantes. Nous serons accompagnés ce soir encore de nos experts qui sont là. Alors, je vais donc les accueillir les uns les autres qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Je commence donc par ma gauche avec Jean-Jacques-Émile Abondo. Jean-Jacques-Émile Abondo, bonsoir et bienvenue sur le plateau de jour de campagne, aujourd'hui encore. Bonsoir Antoine et merci pour la direction de Camdis TV qui mérite fort opportunément des félicitations. Mais je voudrais dire que analyser, comprendre, mais surtout scruter, surtout pratiquer une télévision de proximité pour mieux éclairer la lanterne des Camerounais, mais surtout aussi à l'international. Telle est certainement notre mission, notre souhait, mais surtout notre ambition et nous croyons que nous serons à la hauteur de cette mission aujourd'hui. Merci encore une fois de plus à nos millions de téléspectateurs de nous renouveler cette confiance. Merci à mes copanélistes de nous renouveler cette compagnie. Merci infiniment à la direction de Camdis TV, dont le landerneau en termes de médiatique ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Merci pour ces félicitations, Jean-Jacques-Émile Abondo, à côté de vous. Alors, à vos côtés, nous avons le docteur Yannick Nieli Abanda. Docteur Yannick, bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau de jour de campagne pour distiller, alors pour analyser encore les actualités alléchantes des candidats ce soir. Merci beaucoup Antoine, merci pour l'accueil, merci à Camdis qui nous permet une fois de plus de pouvoir, dans cette soirée, échanger sur les sujets de la plus haute importance en ce moment-ci parce qu'effectivement nous sommes à l'ère de la campagne. Cela veut dire que nous sommes dans une dynamique où nous réfléchissons profondément et où nous agissons particulièrement sur les questions de gouvernance au Cameroun et où alors la préparation d'une élection qui va décider de qui va diriger le Cameroun pour les 7 prochaines années. Et donc, Camdis qui nous offre l'opportunité d'en parler, nous en sommes particulièrement fiers et reconnaissants. Nous disons merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Nous saluons effectivement les millions de téléspectateurs qui nous écoutent d'ici et là. Tout au long de cette émission, nous espérons être à la hauteur de leurs attentes. Merci beaucoup. Merci aussi également pour votre présence sur ce plateau. Nous accueillons le troisième invité. Lui, c'est Ange Ganjo. Ange Ganjo. Vous êtes là chaque soir avec nous. Vous nous accompagnez par vos analyses. Alors, merci d'être venu aujourd'hui encore. Bonsoir Antoine, c'est moi qui vous remercie également le top management de Camdis Télévision pour cette invitation renouvelée et cette opportunité qu'il nous donne de vivre les réalités, du moins en temps réel, les élections, le déroulement de l'élection présidentielle dans les 10 régions du Cameroun. C'est un honneur et nous espérons avoir la sagesse de mettre des mots justes sur l'ensemble des réalités qui sont vécues par nos populations dans ces 10 régions au cours de cette émission. Et bonsoir aux téléspectateurs de Camdis Télévision. Alors, merci donc pour ces salutations à l'endroit de nos téléspectateurs. Encore ce soir, nous accueillons notre quatrième invité qui est parmi nous ce soir également. Lui, c'est le docteur Manga. Docteur Manga, bonsoir et bienvenue sur le plateau de jour de campagne pour essayer, alors pour analyser les actualités des différents candidats en liste pour le scrutin du 12 octobre prochain. Merci, monsieur Okala, pour l'amitié que vous me faites de prendre part à cette importante émission. Je tiens aussi à saluer les millions de téléspectateurs de votre chaîne Camdis TV qui monte en puissance, faut-il le relever. Et j'ose croire que nous serons à la hauteur des attentes de tous les téléspectateurs et de tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci bien. Merci bien, docteur, d'être des nôtres ce soir encore. Je rappelle que l'actualité sera encore alléchante ce soir. Alors, nous ouvrons par le RDPC. On sait qu'au RDPC actuellement, il y a des vives critiques par rapport au clip de campagne du président Paul Biya. D'ailleurs, j'ai pris la régie pour nous mettre quelques images, quelques photos de ce qui a été relevé. Il y a une polémique sur le drapeau
qui apparaît donc dans ce clip-là. Alors, en attendant que la régie nous mette les images de ceux qui sont décriés, parce qu'on dit qu'il y a confusion peut-être sur les couleurs. En attendant donc que la régie nous mette les images, Ange, qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'on confonde les couleurs? On est en train d'évoquer l'IA, apparemment c'est l'IA qui aurait fait une erreur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce qu'on confonde les couleurs de la nation dans un clip qui concerne la candidature, la campagne pour la réélection du président de la République? Antoine, il faut dire que je vais renouveler mon ressenti d'hier soir à l'endroit de cette vidéo. Il vous souvient que hier soir, j'ai eu à demander qu'il serait intéressant que nous identifions le responsable de la communication du chef de l'État, parce qu'il en est encore. Il ne le sera plus peut-être au soir du 12 octobre. Et il serait vraiment intéressant de savoir qui est cette personne qui est à l'origine de cette humiliation qu'on donne à l'endroit du Cameroun, parce que je ne suis pas conscient de ce que le chef de l'État a pris connaissance de ce que son image a été utilisée pour faire la publicité des drapeaux qui n'ont rien à voir avec le Cameroun. Et on ne peut pas douter. Je pense qu'hier, j'ai eu à demander qui étaient les auteurs de cette musique. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Et le fait de soupçonner l'IA, je crois que l'intelligence artificielle aujourd'hui est venue encenser un tout petit peu la médiocrité de certains au pays. Et c'est un outil assez performant et intéressant, mais aux mains des experts, pas aux mains des amateurs. Parce que lorsque ce sont les amateurs qui l'utilisent, on a tendance à avoir des solutions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc c'est encore vraiment une déception pour moi par rapport à cette campagne. Et quand on a les moyens de réussir, on n'a pas le droit d'échouer. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre à la porte de ce parti-là qui a suffisamment de moyens l'échec. Et c'est dangereux. Merci. Alors, docteur Manga, vous également, vous regardez les images. Vous êtes en train de scruter ces images-là. On voit plusieurs drapeaux qui apparaissent, sauf le drapeau véritablement du Cameroun. Est-ce que cela est normal qu'un chef d'État, la campagne présidentielle d'un chef d'État, et qu'on constate ce genre de raté? Bon, je pense que les textes en la matière sont assez clairs. Le président de la République, depuis 1982, lors de son accession à la magistrature suprême, il a eu à participer à plusieurs élections présidentielles. Et celle-ci n'est pas la dernière. Je pense clairement que au moment où nous sommes en période des nouvelles technologies de l'information et de la communication, je ne saurais penser que l'équipe de campagne, l'équipe de communication du président de la République puisse se laisser aller si facilement dans cette voie. Je pense sincèrement qu'il a pu avoir ce que je peux appeler un glissement, parce que je pense quand même que les personnes qui militent pour la campagne du chef de l'État sont assez matures, ont de l'expérience, ont de la maturité et ont fait preuve d'expérience dans les dernières élections présidentielles. Donc je pense seulement pour répondre à votre question simplement que c'est un glissement. Certes, cela peut remettre en cause la sincérité et l'accaparement du parti au pouvoir comparé aux autres partis politiques. Je pense sincèrement que c'est un glissement. C'est une faute, certes pas négligeable, mais qui ne saurait remettre en cause la qualité et même la crédibilité des élections présidentielles du 12 octobre 2025. Merci. Alors, docteur Yannick Nyele à Banda, au moment où nous constatons quand même, vous avez regardé les images, nous avons plusieurs drapeaux qui se ressemblent, parmi lesquels quand même le drapeau du Cameroun. Est-ce que cela rend encore crédible cette chanson, cette musique qui devrait faire la promotion de cette campagne du président de la République qui est en course pour l'accession, pour sa réélection? Alors, il faut dire que effectivement les images que nous voyons et sur lesquelles nous apercevons tout, mais sauf le drapeau du Cameroun, peuvent quand même porter à confusion et donc à incompréhension. C'est dire que, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, que j'aime à définir comme la somme numérisée de l'intelligence naturelle,
nous avons eu recours, pour ne pas dire les auteurs de cette vidéo ont eu recours à l'intelligence artificielle selon ce qui semble être dit. Ce n'est pas étonnant parce que l'intelligence artificielle a cette capacité-là de vous répondre juste la manière à laquelle vous avez posé votre question. De sorte que vous avez l'obligation de vérifier si la réponse correspond à vos attentes. J'ajoute que l'intelligence artificielle n'est utile que pour des personnes qui sont d'abord préalablement intelligentes. Donc, si vous n'êtes pas d'abord préalablement intelligent, l'intelligence artificielle devient un outil dangereux entre vos mains. En d'autres termes, pour le cas d'espèce, nous avons donc une image qui prête à confusion. Ça veut dire qu'il y a erreur. Et quand il y a erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas à discuter longtemps. Oui, il faut simplement corriger. Le droit à l'erreur existe. Ça, il faut d'abord le reconnaître. Le droit à l'erreur existe. Mais maintenant qu'il y a eu erreur, il faut corriger l'erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Nous, on se souvient d'une fameuse affaire qui a eu cours à un moment donné où une chaîne européenne aurait publié un drapeau qui ne serait pas camerounais et qui avait dit que c'était une erreur des infographes ou des techniciens de la chaîne. L'erreur étant consommée, eh bien, il faut pouvoir la corriger. C'est le commentaire que moi je peux avoir sur la question. Alors Jean-Jacques, le docteur Yannick nous fait savoir que l'erreur est déjà là. Je n'ai rien à faire, simplement il faut la corriger. Est-ce que vous êtes de cet avis? Vous partez de ça? Mais Antoine, il faut partir d'un paradigme simple. Nous sommes des humains et aucune activité humaine n'est parfaite. Tout à fait. Aussi vrai que la perfection n'est pas de ce monde, on ne saurait non plus tolérer qu'un Camerounais ne puisse pas reconnaître les emblèmes du Cameroun, surtout parmi lesquels le drapeau. Vous voyez que vous avez dit erreur, certains ont dit erreur, d'autres ont dit faute. Il n'y a pas de petite faute, il n'y a pas de petite erreur. Vous voyez. Mais aussi vrai qu'il y a un manquement, moi j'appellerais ça manquement, puisque c'est susceptible d'être corrigé, ça pourrait être un lapsus. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en politique, la politique, c'est un jeu où tous les coups sont permis. Et regardez à quel niveau on trouve Aredi sur la campagne du RDPC. Vous voyez, sur la lumière, sur les signes et les symboles et non pas sur le message. Vous voyez. Donc, en politique, il faut faire très attention. On table sur deux réalités. Les signes, mais aussi le message, le contenu, surtout le langage. Donc, alors, si jusqu'à présent, lorsqu'on regarde la campagne politique menée par le RDPC au niveau de la linguistique, il n'y a pas encore de lapsus lingué, vous voyez. Donc, il n'y a pas encore de lapsus calami, vous voyez. Mais lorsqu'on regarde la théorie des signes, nous trouvons déjà des manquements. Ça voudrait dire tout simplement que ce sont des humains. Mais à la seule nuance que ça table sur un détail scintillant, un détail difficile à digérer de ce qu'un Camerounais puisse manquer de connaître les couleurs du Cameroun. Et à ce niveau, aussi vrai qu'on puisse vouloir comprendre, qu'on puisse vouloir pardonner, qu'on puisse vouloir excuser, c'est difficile quand même d'admettre que des techniciens aussi chevronnés et qui sont chargés de mener la campagne du président Paul Biya en termes d'image, en termes de casting, en termes de symboles, puissent tomber sur ce coup de l'intelligence artificielle. Et ça dit qu'il y a eu des mauvaises interrogations. S'il y a eu des mauvaises interrogations par rapport à l'intelligence artificielle, automatiquement, il y a aussi eu de mauvaises réponses par rapport à l'intelligence artificielle. Tout cela nous amène à comprendre que l'homme est maître de la science, mais à un moment donné, la science peut réussir à travestir les doléances de l'homme. Et nous sommes devant ce cas de figure, ce qui nous amène à dire que l'épistémologie, qui est une réflexion philosophique sur la science, nous amène à comprendre qu'à partir de la science, l'homme montre aussi ses limites. Merci Jean-Jacques. Nous restons avec les activités du RDPC et nous allons partir du côté de la région du Sud où la campagne a donc été lancée hier par le président de la commission régionale. De ce côté-là, lui, c'est le professeur Jacques Pamondongo, le ministère Jacques Pamondongo, donc que nous allons écouter tout à l'heure. On se retourne dans la régie et on prend le son, l'extrait de Jacques Pamondongo que nous écoutons, qui a ouvert la campagne hier dans le Sud. Il s'agit d'un binôme, grandeur et espérance. Attention, l'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir est prosaïque. Et on s'y met dit, Ngoya Akiti. Donc, j'espère que je mangerai. Mais là, c'est l'espérance.
qui a une connotation spirituelle, métaphysique, céleste et éternelle. Yon juna makenda zambe makelonda jamayabe ayop, c'est ça l'espérance. Yon juna mabuna mono wa maekababak, c'est l'espoir, c'est prosaïque, éphémère, délétère, fugace. Alors la troisième composante de ce septennat, le numéro 3, c'est un nouveau contrat entre l'homme président et son peuple. Que dit le président Paul Biya dans sa profession de foi rendue publique? Elle a été rendue publique, comme vous le savez, ce jour. Vous lisez les réseaux sociaux. Alors, nous restons dans les activités du RDPC. Cette fois-ci, nous partons du côté de l'Ouest où nous voulons prendre également l'extrait du discours de Amadou Komidor qui s'est également exprimé hier du côté de la région de l'Ouest. L'Ouest réaliste choisira Paul Biya, assuré d'être le choix du Cameroun entier. Entre les candidats sans programme, sinon le chassement, les inexpérimentés apprenants et les has-been quittant le bateau pour rêve d'ambition et d'ego surdimensionné. La stature inspirante et rassurante de Paul Biya fondée de l'espoir de toutes les Camerounaises et les Camerounais qui ont le bon sens et le pragmatisme en partage. L'Ouest a choisi. Nous votons Paul Biya. Paul Biya, notre président. Paul Biya, victoire, victoire, victoire. Nous allons donc suivre les partis alliés au RDPC qui se sont également déployés hier et même aujourd'hui sur le territoire national. Nous partons d'abord du côté de la NDP qui était du côté du Nord pour soutenir le candidat Paul Biya. Nous prenons donc cet extrait des militants de la NDP. Le café politique est un espace où on vient librement, premièrement, et on échange à égal. Donc, les panélistes qui ont été choisis pour partager avec nous aujourd'hui, nous sommes ici à partage égal. C'est le premier critère. Le deuxième critère, un café politique est censé éveiller une conscience, partager sur une question ou ouvrir un débat. Mais dans le cadre de ce café, nous n'ouvrons pas de débat parce qu'en fait, nous sommes, comme je l'ai dit, dans le cadre de la campagne. Le contexte, c'est que la campagne électorale est lancée et il y a des candidats. Les panélistes vont sûrement arriver, d'autres vont arriver, celui du FSNC, celui de l'UNDPC, excusez, il ne pourra pas être là, le MDR, le PCRL, le coordinateur général de Boucla. Nous prenons cet autre parti allié au RDPC. Nous parlons là du MDR qui s'est également déployé hier. Un parti allié du RDPC que nous écoutons également. Les voix, ou alors les expressions, les impressions et même les expressions des militants. La cérémonie qui vient d'avoir lieu, il s'est agi tout simplement d'installer l'équipe de campagne pour la région de l'extrême nord, pour notre candidat, son Excellence Paul Biya. Cette équipe aura pour mission de parcourir les 6 départements de la région et également l'ensemble des communes afin de porter le message de notre candidat, d'expliquer à nos militants et nos militants le projet de société, la profession de foi de notre candidat et surtout rappeler aux uns aux autres que le seul choix qui vaille pour l'instant, pour la stabilité et la paix de notre pays, c'est le choix du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il sera question pour eux de parcourir les villages, donc de faire le porte-à-porte et n'est-ce pas, de porter ce message partout dans les villages et dans nos villes pour que nul n'en ignore, de sorte que le 12 octobre 2025, au soir de ce 12-là, nous ayons réussi le pari de faire de notre candidat le vainqueur de cette élection.
Alors, nous allons prendre quelques analyses de nos analystes. Bel et bien, sur le plateau, ce soit Jean-Jacques Emile. Nous avons écouté là quelques partis alliés et même les militants du RDPC. Quelle est l'impression qui peut se dégager à ce niveau-là? Ben, il y a une constance, c'est que ce soit le RDPC, que ce soit les partis alliés, la première étape dans la campagne qui vient à peine de prendre corps, c'est-à-dire qu'elle a pris corps hier, et c'est que, il faut expliquer le principe d'abord de la devise ou alors du mot d'ordre de ralliement, mais surtout la pédagogie qui repose sur le levier axiologique, sur l'idéologie, la mission, mais surtout les attentes à l'endroit du candidat Paul Biya. Et tous font chorus qu'il faut faire corps, il faut faire cœur derrière le candidat Paul Biya, mais il faut amener à ce que la population comprenne pourquoi. D'où l'impact pédagogique de tous ceux qui militent et qui supportent la candidature du président Paul Biya. Et nous sommes en début de campagne et fort opportunément, on comprend pourquoi toute l'orientation menée par ceux qui soutiennent le président va vers ce côté-là. Alors, docteur Yannick Niebel, on a écouté les uns les autres. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'assurance assurée dans le camp du RDPC? Alors, le RDPC est tout simplement dans l'exercice de ce qu'ils savent si bien faire, c'est-à-dire la démonstration de force. La démonstration de force qui se veut un déploiement des organes internes, mais aussi des partis alliés. C'est pour cela que nous pouvons nous questionner et nous poser la question de savoir si tant est que cela est mobilisé par ce parti qui a l'habitude de cet exercice. Est-ce que notre préoccupation est toujours, lorsqu'on voit cette capacité de déploiement, de nous poser la question de savoir si en face, les uns les autres ont pu mesurer la profondeur de ce déploiement? Quand je dis les uns les autres, c'est les partis d'opposition qui sont aujourd'hui face au RDPC. J'entends dire ici qu'il y en a qui constituent des alliances circonstancielles, mais là on voit bien que c'est des partis alliés qui n'ont d'ailleurs pas de candidat pour le cas d'espèce. Si oui, le candidat du parti au pouvoir. Or, ce parti au pouvoir est déjà une machine qui a une capacité de déploiement. C'est la preuve que nous sommes en fait dans le cas de ce que j'aime appeler une démonstration de force. Merci, docteur Manga. Les alliances, les alliés du RDPC s'expriment. Une force qui s'ajoute dans le parti au pouvoir en course pour la magistrature suprême à venir. Oui, je pense simplement que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une mastodonte. C'est une machine électorale. Et nous avons vu la démonstration de force dont ils nous ont fait montre dans les 10 régions hier. Et au regard aussi des alliances, des partis alliés qui sont à leur côté, je pense tout simplement que les partis d'opposition, on ne note pas aussi la même structuration, la même organisation, le même déploiement du RDPC comme de ces partis alliés dans les autres circonscriptions. Parce qu'il faut le relever ici que le RDPC, c'est le seul parti qui est représenté sur tout l'étendue du territoire, 10 régions, 58 départements et dans les 360 arrondissements. C'est très important cette précision. Merci. Alors, Ange, vous avez suivi les différents interlocuteurs, alors ceux-là qui se sont exprimés hier durant les meetings de part et d'autre pour le RDPC, pour le compte du RDPC, les partis alliés et même les membres, les militants, les responsables du parti au pouvoir, le RDPC. Quelle est l'impression qui peut se dégager selon vous? Bon, il faut dire qu'après avoir écouté ces différents passages, on s'en rend compte que le RDPC est vraiment en train de déployer sa force de frappe sur le terrain. Mais la seule chose à déplorer, c'est l'écart qu'il y a entre les actions visibles sur le terrain et le choix des mots qui accompagnent cette campagne-là. Parce que vous avez vu comment il était difficile pour le ministre des Enseignements supérieurs, M. Jacques Famdongo, d'expliquer le slogan. Grandeur et espérance. Vous voyez qu'il s'est retrouvé dans des concepts chimériques, illusoires, parfois à nous faire entrer dans des je ne sais pas trop quoi, dans peut-être des incantations, parce qu'il nous parle là des cieux. On ne saurait dire ou expliquer comment y parvenir. Donc voilà. Mais la population camerounaise attend des faits et des explications claires et nettes qui sont propres à leur réalité quotidienne. Donc
je pense qu'il faudra faire l'effort dans ce sens-là. Vraiment, en une seconde, Antoine, c'est pour apprécier la qualité du travail que nous faisons ici. Il faut dire que lorsqu'on revoit les extraits du RDPC, on a l'impression que les intervenants au compte du RDPC étaient en parfaite osmose par les interrogations formulées par les experts ici hier au niveau de la devise. Vous voyez que autant ils ont placé un mot sur la devise et autant immédiatement lorsque vous montrez l'image du ministre Jacques Famendongo, il est en train de vouloir clarifier. Ça veut dire que cette question lui a aussi été posée là-bas par les militants, quel peut être le contenu de la devise que vous avez choisie cette année, et vous comprenez que l'impact pédagogique est nécessaire en toutes circonstances. Merci. Alors, nous allons prendre notre deuxième candidat de la soirée. Lui, c'est le candidat de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, qui est donc du côté de Douala aujourd'hui. Il est du côté de Nouvelle. Bello Bouba Maïgari, donc, il se surgit qu'il est en ce moment en train de rencontrer donc le candidat du parti Univers, le bâtonnier Mekra Keremouna, serait en train de vouloir former quelque chose comme une alliance. Alors, une alliance entre Bello Bouba Maïgari de l'UNDP et le candidat du parti Univers, Keremouna, le bâtonnier Keremouna. Il faut d'abord noter que hier, le candidat du PAL, le parti de l'Alliance libérale, a rejoint également l'UNDP. Aujourd'hui, il y a des tractations qui sont en cours. Peut-être que d'ici la fin de la soirée, Colline va accoucher d'une souris. Est-ce qu'on peut donc espérer de quelque chose de positif de ce côté-là? Bon, il faut reconnaître que c'est encouragé. D'ailleurs, depuis hier, nous le disons, on a salué par exemple le fait qu'Ateki ait rejoint Bello Bouba Maïgari. Bon, c'est tout ce que nous demandons, qu'ils essayent de mutualiser leurs forces afin d'obtenir un résultat ou bien être à la hauteur de leur adversaire commun qui est le RDPC. On ne peut que féliciter. Donc, si en fin de soirée, on reçoit la nouvelle suivant laquelle le candidat Keremouna a rejoint la campagne du candidat Bello Bouba, on le saluera également et on félicitera cette action. Donc, c'est à encourager et nous attendons. Alors, nous attendons donc Dr Manga, Keremouna, qui a rencontré Bello Bouba il y a quelques instants. Une alliance qui serait en cours de formation entre les deux candidats au scrutin, en course en liste pour l'élection du 12 octobre prochain. On peut s'attendre à quelque chose qui pourrait véritablement influencer la scène politique entre-temps. Oui, c'est de bonnes guesses, de bon augure. Vous savez qu'en passe, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une mastodonte, une machine électorale qui va employer tous les moyens possibles pour s'y maintenir au pouvoir. Il est de bon ton que donc, les alliances puissent voir le jour. Et nous savons derrière cette alliance que vous avez évoquée, avec Keremouna et le parti UNDP, parce que, comme on le dit trivialement, l'union fait la force. Et nous pensons sincèrement que c'est cette osmose, c'est cette union, c'est ce chorus-là qui va nous permettre que les partis d'opposition unis ensemble dans une coalition puissent faire bloc et puissent donc être en mesure, être capable de contrecarrer le RDPC qui ne cesse de démontrer sa puissance. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors, merci. Alors, docteur Yannick, une coalition ou alors une alliance à Keremouna, Bello Bouba Maïgari, qui devrait peut-être en principe se former d'ici là. Nous sommes là véritablement lancés dans la course à la magistrature. Bello Bouba qui se présente donc ici comme le véritable leader de l'opposition en ce moment. Oui, c'est bien de le présenter comme ça, mais moi personnellement, ce n'est pas ma conviction. Pour la simple raison qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Bello Bouba était ministre du gouvernement, voilà, donc dit de là à dire que c'est la véritable force de l'opposition, non. Je pense juste que nous sommes là dans un jeu politique où les uns et les autres essayent de rattraper leurs faiblesses en essayant de constituer une force plus ou moins capable d'affronter celle d'en face. Mais de là à dire que c'est une alliance en termes de coalition, c'est bien, mais c'est limité à mon humble avis. C'est limité pourquoi? Parce que, j'aime à le répéter, ce sont des actes qui, à mon sens, auraient été posés depuis fort longtemps. Je prends un élément illustratif. Aux États-Unis, quand il y a élection présidentielle, on entend parler de deux grands partis.
Les uns et les autres croient que ce sont les seuls partis qui existent aux États-Unis, mais c'est faux. Les États-Unis comptent des centaines de partis. Sauf que comme ce sont les deux grands partis qui ont déjà eu la capacité de se déployer en termes de représentativité dans tous les États, il se trouve que ce sont ces deux partis dont l'idéologie est fondamentalement connue qui ont donc le pouvoir, la capacité de renouveler chaque fois un élu à la tête de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des partis qui sont devenus forts et non pas des partis qui sont constitués des hommes forts. C'est pour cela qu'une personne plus ou moins banale ou inconnue peut émerger de ce parti. C'est le parti qui porte la personne. Or là, nous sommes en train de voir des personnes qui sont des figures, des personnalités qui peuvent sembler donner un parfum, une force à un parti, mais qui en réalité lui-même est un parti fragile. Quand je dis fragile, c'est parce qu'il ne peut pas se constituer comme une force capable sur l'étendue du territoire, de faire opposition au parti, au pouvoir. C'est ça en fait le problème. C'est qu'au Cameroun, nous avons encore la difficulté de constituer des partis forts. Mais nous avons des hommes forts dans les partis, mais pas forcément des partis forts. Or, le parti au pouvoir a la capacité d'avoir les deux. C'est-à-dire à la fois un parti fort et un homme fort. C'est cet homme fort-là qui peut parfois couvrir les faiblesses du parti fort et le parti fort jouer le rôle lorsque, par exemple, à l'instant T, nous parlons de la présidentielle, le déploiement que nous pouvons voir en ce moment. Donc, c'est ça la grosse nuance. Et on ne parvient pas toujours à intégrer ça chez nous. On se retrouve donc avec un Bello Bouba qui n'est pas une figure qu'on ne présente plus. C'est quelqu'un qu'on connaît. Mais sauf qu'au fond, est-ce que cela veut dire que le parti aussi est fort pour pouvoir constituer donc une machine de guerre face à celle qui est en face? La question demeure à mon sens. Merci. L'interrogation reste donc et nous allons peut-être suivre cette actualité. Pas peut-être, nous allons suivre cette actualité de bout en bout. Jean-Jacques Émile Abondo. Aujourd'hui, nous, l'opposition l'attend de réclamer cette alliance-là, ces alliances. Aujourd'hui, nous avons des alliances qui se forment et même peut-être qui vont aboutir à une coalition, on ne sait jamais. Et deux mastodontes de l'opposition qui se réunissent ou bien qui sont en vue de se réunir, de s'allier. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette autre alliance-là après celle d'hier entre Atekise Tadjupal et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP? Ben, Antoine, en toute chose, il faut d'abord fixer l'état d'esprit. Aucune alliance officielle n'est possible maintenant, il se fait très tard. Ce qu'on peut avoir maintenant, ce sont des consignes de vote. Mais ce qu'il faut constater, il faut constater une chose, c'est que l'UNDP a un problème. À partir du simple fait que depuis environ plus de 30 ans, l'UNDP mange dans la main, on va dire, du roi. Mais maintenant, est-ce que l'UNDP peut être crédible? Est-ce que l'UNDP peut être fiable? Voilà le premier problème, voilà le premier détail. Le second détail, c'est le maillage. Hier, je vous disais que l'UNDP, fort de ce que son président a démissionné avec relativement un effet tardif du pouvoir, ou alors il a démissionné avec un retard, cela voudrait dire qu'ils accusaient aussi un retard sur l'implantation ou alors l'occupation ou alors le maillage sur la scène politique camerounaise. Fort opportunément, le président de l'UNDP comprend qu'il a un problème d'occupation de l'espace et c'est la raison pour laquelle l'alliance d'hier a été prononcée et celle en perspective avec Akeremouna et peut-être aussi, oui, et aussi lisible ou alors perceptible dans un futur certainement proche. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la scène politique à travers ce déploiement de l'UNDP évoque un concept qu'on a souvent évoqué dans le cadre des relations internationales, ce qu'on appelle la binarité ambition-menace. C'est-à-dire les ambitions des uns constituent des menaces pour les autres. L'occupation spatiale du RDPC constitue une menace pour les autres partis à l'instar de celui de l'UNDP. Lorsque l'UNDP voit comment le RDPC occupe la scène politique, l'UNDP a peur. Et pour essayer de se rapprocher, mon copanéliste a parlé de mastodonte. Moi, je dirais c'est pratiquement une force herculienne. Et fort opportunément, devant cette puissance, devant cette poussée qui est, on va dire quoi, surhumaine ou alors extra, les uns et les autres qui recherchent soit la deuxième ou la troisième place se disent que pour négocier cette troisième ou deuxième place, il faut relativement un maillage qui table ou alors qui tend vers celui réalisé par le RDPC, d'où ces micro-alliances qui font office de consigne de vote, parce qu'on ne peut plus actuellement parler d'alliance parce que les Kamadia établit les bulletins de vote et les effigies et autres, c'est parti. Il n'y a plus d'alliance officielle qui puisse valoir. Merci. Donc nous attendons le résultat de cette rencontre d'ici
la soirée. Il faut dire que les tractations sont en cours. D'autres annoncent une alliance qui est déjà formelle, qui est formalisée. D'autres annoncent des tractations qui sont encore en cours. En tout cas, nous attendons donc la sortie officielle de l'un des candidats ou alors des deux candidats. Alors, nous allons donc passer à notre parti politique, à le PURS, bien évidemment, avec son candidat, Serge Espoir Matomba, qui est également du côté de l'Ouest aujourd'hui. Il a d'abord tenu un premier meeting du côté de Bafoussam et un deuxième meeting du côté de Tchang. Serge Espoir Matomba qui continue donc à l'Est après Dikine qui est. Alors, Jean-Jacques Émile Labondo, je recommence par vous. Oui. Serge Espoir Matomba du côté de l'Ouest dans deux grandes villes. Il y a Tchang et puis il y a Bafoussam. Est-ce que Serge Espoir Matomba est véritablement en train d'effectuer son maillage territorial? Antoine, sans vous couper, je prends votre question en cours et en disant que la perspective est bonne pour Serge Espoir Matomba. On ne peut pas le qualifier d'être un bleu, mais c'est quand même un nouveau dans cette scène et il prend la mesure de sa puissance et de sa force et aux côtés des mastodontes qu'on a eu à citer tout à l'heure. Et Serge Espoir fait ce qu'on appelle une progression qui se lie, comme on dirait en pédagogie, par gradation ascendante et non pas descendante. Ascendante pourquoi? Parce que Serge Espoir a commencé par sa localité phare. Et cette localité phare, vous voyez de quel côté du centre ça se trouve. Et cette localité est forcément à proximité de l'Ouest. Donc, Serge Espoir Matomba occupe l'espace de façon progressive, grignote des espaces de façon progressive, connaissant sa puissance, sa mesure, peut-être limitée. Il se dit, il accroche le sac à son niveau. Il n'a certainement pas la perspective et la lisibilité, ou alors l'occupation du RDPC, mais un artiste le disait, il enfonce à son niveau. Il enfonce donc à son niveau, docteur Yannick Niele. Serge Espoir Matomba, après Ndiki, il est de ce côté, il est aujourd'hui du côté de la région de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la stratégie du candidat du PUR? Alors, c'est une stratégie qui, à mon sens, a de l'intérêt pour lui, pour la simple raison, comme l'indiquait M. Abondo préalablement, permet à Serge Espoir d'occuper de l'espace de manière progressive. Parce qu'effectivement, une campagne, ça épuise. Une campagne, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut y aller avec beaucoup de sagacité. Et il se trouve que c'est ce que Serge Espoir essaye de faire, puisque quand on regarde géographiquement son déploiement, on comprend très bien qu'il essaie de toucher des axes en facilitant son opération terrain. C'est-à-dire qu'il évite de se déployer. Ça aurait été en concret sens que s'il était parti de Dikinemeki et se retrouve directement, par exemple, Jean Bididi à l'extrême nord. Il essaye d'aller de manière progressive, sachant que certainement 2 semaines, ce n'est pas petit, ce n'est pas aussi beaucoup, mais ça épuise. Ça épuise. Donc je suppose qu'il essaye vraiment de gagner le maximum d'espace possible en termes de déploiement selon les moyens qu'il peut avoir ou qu'il a, et donc de pouvoir avancer de manière sereine. Donc la démarche étant celle-là, c'est que Serge Espoir essaie de poser, comme dans un jeu de damier, des pions de manière progressive pour gagner un espace avec beaucoup d'éléments de stratégie. Merci. Serge Espoir donc essaie de gagner de manière progressive l'espace. Alors, docteur Manga, nous parlons aujourd'hui du candidat du PUR, ce qui n'est pas un bleu, qui a été à l'élection de 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que Serge Espoir, après avoir étudié le terrain, a compris qu'il faut mener des stratégies telles que occuper l'espace au fur et à mesure que nous partons véritablement vers le 12 octobre prochain? Oui, je pense sincèrement que aux dernières élections, on a vu comment le candidat Serge Espoir Matomba a évolué avec le score lors des dernières élections présidentielles. Arrivé aux élections actuelles présidentielles 2025, je pense sincèrement que le candidat du PUR rencontre 2 principaux défis. Le principal défi, c'est d'abord le marché territorial. Vous savez, le PUR, contrairement à d'autres partis du septentrion ou du RDPC, n'a pas une base électorale, c'est-à-dire n'a pas des territoires sur lesquels on peut facilement repérer ce parti. Et le second défi, c'est l'absence ou l'insuffisance des ressources humaines et financières. Vous savez, un auteur américain disait, James Clark Freeman, que l'élection présidentielle se rencontre entre
un homme et son peuple. Je pense sincèrement que lorsqu'on regarde cette définition, il serait le conseil que je pourrais, on va le dire ainsi, je pèse bien mes mots, que je pourrais proposer aux candidats du PUS, c'est procéder par des alliances. Parce que aller en Oumazda, aller seul, je pense qu'il serait très difficile, très herculéen pour lui de venir à bout à la victoire lors de l'élection présidentielle au soir du 12 octobre 2025. Alors, il sera donc difficile, dixit le docteur Manga. Ange, vous également qui suivez la scène politique, aujourd'hui, on constate, après Ndiki dans la région du centre, Ndikinime qui bien évidemment, Serge Espoir Matomba rallie la région de l'Ouest où il poursuit. Il tient d'abord 2 meetings aujourd'hui. Est-ce qu'une stratégie gagnante ou alors simplement pour se faire encore plus encore se connecter? Honnêtement, on saura si la stratégie du candidat Serge Espoir Matomba est gagnante au soir du 12 octobre. Parce qu'elle aurait été gagnante si cette stratégie lui permet de dépasser ses résultats obtenus à l'élection de 2018. Parce que il me souvient qu'en 2018, il était le 8e en lice. Tout à fait. Et avec un taux de 0,56%. Donc, si cette année, il connaît une certaine augmentation au niveau de ses résultats, tout au moins 2-3%, on ne sait pas, pourquoi pas la victoire, on ne peut que lui souhaiter une bonne chance. On dira que sa stratégie a été gagnante. Donc, docteur Yannick. Oui, allez-y. On dira que, du moins, son déplacement de Ndikinime Kidje pour Bafoussam, puis Tchan aujourd'hui, c'est à féliciter parce que les Camerounais se valent et il faut leur accorder la même attention. Donc la démarche du candidat Serge Espoir est à saluer. Nous le félicitons, c'est à encourager, surtout que c'est une démarche qui inspire beaucoup de jeunes Camerounais. Parce que on a pris pour habitude de ne voir que des personnes âgées. D'ailleurs, vous voyez, ce sont des personnes majoritairement du 3e âge qui sont aux affaires. Donc, voir ces jeunes-là, ou bien ceux qui sont entre ces aînés du 3e âge et nous autres, s'impliquer, avec autant de tonus, ça donne de l'inspiration, matière à dire et à s'inspirer. Donc, voilà, on l'encourage. Nous espérons qu'il pourra faire mieux les jours à venir pour augmenter sa notoriété sur le plan national. Merci. Alors, nous passons à notre candidat, à notre 4e candidat de ce soir. Lui, c'est Cabral Libi qui hier a annoncé des meetings aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, Cabral Libi a donc tenu 2 meetings. Le premier du côté d'aider pour lancer sa campagne. Le deuxième du côté de Douala. Aujourd'hui, Cabral donc, qui se déploie dans le littoral. Alors, docteur Manga, Cabral dans le littoral, un geste significatif ou alors une stratégie, on parle également de stratégie parce que nous sommes là dans la campagne, gagnante pour le candidat du PCRN. Oui, je pense sincèrement que le candidat Cabral Libi fait bien de lancer la campagne les 3 jours du littoral. Vous savez que pour avoir des acquaintances de manière tribale dans cette région, les bassins et autres, je me dis sincèrement que le candidat Cabral Libi, en tant que jeune, il porte l'espoir de la jeunesse et il pense être le futur président de la République qui va donc porter les aspirations des jeunes. Pour dire sincèrement vrai, j'ai noté lors des dernières élections présidentielles, on a vu comment le candidat Cabral Libi, qui sortait de nulle part, a eu quand même une 3e place, qui est non moins signifiante. Et nous sommes sûrs et certains qu'au regard du déferlement, du déploiement, on a vu comment les meetings qu'il a organisés dans la région littorale, on a vu comment la mobilisation, on a vu comment l'implication des jeunes couleur orange, on a vu comment les jeunes, les femmes, les hommes se mobilisaient pour certainement voir la donne changer, disait-il, qui voudrait forcément voir les choses changer parce que le régime en place ne leur offrirait plus une autre alternative. Et je pense pour finir que le candidat Cabral Libi, j'ai lu avec une attention soutenue son programme politique et au regard de cela et au regard de sa mobilisation,
Je pense qu'il est digne d'espoir et les jeunes peuvent vraiment fonder espoir sur lui. Pourquoi ne pas, au soir du lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, voir Cabral Libye être porté à la magistrature suprême. Alors, Ange, Cabral Libye à Douala pour 2 meetings le même jour. En fait, quand on dit à Douala, c'est dans le littoral. 2 meetings dans le littoral le même jour et dans 2 villes stratégiques, dans 2 villes significatives. Est-ce que la démarche de Cabral Libye aujourd'hui peut véritablement influencer l'électorat? Non, le premier constat que je fais, c'est apparemment c'est à la mode chez les candidats jeunes, faire au moins 2 villes par jour. On a eu espoir, Bafoussam Tchan, maintenant on a Cabral, Edea et Douala. C'est à féliciter, c'est-à-dire que cette façon de faire demande de la vigorosité. Bon, on aurait souhaité que ce sont des gens avec cette niaque qui sont aux affaires et qui conduisent l'État, mais bon, c'est tout un jeu politique. Les plus stratégiques s'en sortiront mieux. Je suis un tout petit peu satisfait parce qu'au regard des commentaires observés par-ci et là, on aurait pensé qu'il ne renouerait pas au cours de ce meeting avec le succès qui a été celui de son meeting à Douala lors des élections de 2018. Comme l'a rappelé le docteur Manga, il était 3e, c'est quand même 6,28% en 2018. Donc, ce sera l'occasion pour nous d'évaluer le 12 octobre s'il a maintenu cet électorat-là et que la masse que nous avons observée aujourd'hui à Douala est une masse, je vais dire quoi, d'électeurs et non de sympathisants ou d'observateurs sans carte d'électeurs. Donc, on ne peut que le lui souhaiter. Que ces gens, j'aurais même souhaité que durant ce meeting, chacun lève sa carte d'électeur pour démontrer effectivement que nous sommes venus étant convaincus. Voilà, donc ça aurait été intéressant. On ne souhaite qu'il dépasse ce résultat qu'il a obtenu en 2018. On ne peut que lui souhaiter le meilleur. Voilà, c'est intéressant. C'est une ville qui lui a toujours souhaité bonne chance. Hein, donc, Alors, merci. C'est donc une ville, la région du littoral. Donc, a-t-on toujours souhaité bonne chance au candidat Cabral Libye, Jean-Jacques Emile Cabral Libye dans le littoral et surtout à Edea et Douala, où il tient 2 méga meetings d'après ce que lui-même il a annoncé et qu'il tient ce jour, 2 méga meetings. Est-ce que Cabral Libye est bien parti là pour véritablement encore gagner la sympathie de ses militants? Antoine Cabral est un bon stratège, c'est même un fin stratège. Commencer à Douala, commencer à Edea, c'est pas un fait anodin. Il faut le respecter. Il faut aussi reconnaître que ce qu'on pourrait dire en regardant les images, c'est vous qui dites en communication que les faits sont sacrés, mais aussi les faits sont têtus. Au regard de la qualité des images qui nous reviennent du littoral, on peut se dire que Cabral a fait foule. Mais quel genre de foule? Il faut bien reproblématiser cette foule. Si c'est une vraie foule, ça devient, comme je l'ai dit, Cabral peut constituer une menace. Donc ça rejoint la théorie de la binarité ambition-menace. C'est-à-dire que les ambitions de Cabral peuvent constituer des menaces pour les autres partis. Et on a envie de dire qu'à regarder la foule de Douala, les autres partis n'ont qu'à bien se tenir. Mais si c'est seulement une foule de sympathisants, de militants, aussi vrai que Cabral a commencé par les médias, et vous comprenez que au-delà de ce qu'il soit un acteur de la scène politique, c'est aussi une star des médias. Alors si les gens sont venus pour voir la star des médias, il faut encore problématiser cette foule et dire que ça pourrait être une foule peu utile et nécessaire parce qu'elle pourrait ne pas servir aux ambitions, mais surtout aux velléités du candidat Cabral. Alors, fort de cela, on comprend que c'est bien de s'implanter sur le terrain, c'est bien de dégager de l'énergie, mais on pourrait aussi demander à Cabral pourquoi aller et commencer là où il a de la proximité en termes de repli identitaire. Il serait peut-être allé finir par là pour que ses ancêtres et autres lui donnent la bénédiction pour que le 12, au soir du 12, c'est seulement que ce soit son nom qu'on soit en train de scander. Parce que si on commence là-bas et que les autres finissent là où il a commencé, il est fort probable que les autres aillent détruire ce qu'il aura construit. Ça aussi, c'est en termes de stratégie. Nous sommes là, des experts en termes de stratège. Nous sommes là, prêts à donner des conseils, mais aussi prêts à constater ce qui va bien, mais surtout ce qui peut ne pas aussi bien aller.
Alors, docteur Yannick Niele Cabral est donc à Douala. On sait qu'en 2018, s'il faut faire la comparaison, Cabral avait harangué beaucoup de foules de ce côté-là, tout comme aujourd'hui, dans le littoral. Cabral, il a également fait foule. Et là, donc, on se dit que Cabral est devenu véritablement une force politique au Cameroun qui peut influencer l'élection. Est-ce qu'on peut donc aujourd'hui dire que véritablement Cabral est un candidat, un prétendant sérieux à la magistrature suprême? Oui, il faut dire que Cabral Libi se présente comme étant une grande promesse dans l'opposition. Quand je le dis, c'est au sens de la jeunesse. C'est au sens de la jeunesse parce que Cabral Libri, il faut l'avouer, il est habitué, je l'ai dit hier ici, à ce genre de mouvement. Et donc, par conséquent, on peut aisément constater qu'il a fait le chiffre. Il a fait son chiffre, il a fait son chiffre, il est habitué. Donc, ça... Attendez-vous à ce qu'il le fasse, il le fasse, il le fasse. Pourquoi? Parce qu'il a les éléments stratégiques pour ça. Il a suffisamment d'éléments communicationnels. Et donc, par conséquent, il faut avouer que dans l'opposition aujourd'hui, au titre des jeunes, il est considéré ou peut être considéré comme le leader des jeunes dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il a fait une première élection en 2018, au bout de laquelle il s'est retrouvé aujourd'hui au Parlement, avec tous les autres tractations, ainsi de suite, pour laquelle d'ailleurs il a été troisième à l'élection présidentielle. Pour un premier essai, c'est appréciable. Il a donc fait le chiffre à Douala, il va continuer sans doute pour les autres localités, mais j'ai même envie de dire que Cabral Libi, pour l'avouer, je pense modestement qu'il sera le grand gagnant au sein de l'opposition de cette élection. Pourquoi? Parce que c'est un challenger pour l'avenir. La vérité, c'est qu'on ne peut pas dire à date que le PCRN soit une machine capable véritablement de vaincre le RDPC. Vraiment, allons sur des éléments statistiques clairs. J'ai envie de dire, est-ce que le PCRN peut mobiliser sur les 8 millions de votants qu'on attend? Est-ce que le PCRN, lui seul en tant que parti, a 1 million d'adhérents ou de militants? La question mérite d'être posée. Une fois qu'on a une réponse à ce genre de questions, on peut donc pouvoir faire la distinction entre les personnes, les foules qui viennent pour le cas des meetings et celles qui vont effectivement voter. Et au soir du 12 octobre, on pourra donc voir à titre de résultats sur les parts qui auront été faites ou alors imparties à uns et aux autres. Mais je pense modestement qu'il est véritablement la figure de l'opposition qui aura, j'ai envie de dire, un meilleur score. Pourquoi? Parce que sa manière de se déployer depuis un certain nombre de temps nous permet à date de pouvoir observer que sa capacité de déploiement est une capacité qui fait sens dans la mesure où il sait exactement peu à peu quels sont les pions qu'il pose, ainsi de suite. Merci Cabral, donc qui ne sait pas peu quels sont les pions qu'il est donc en train de poser au sein de l'opposition. Ceci dit, nous prenons donc un autre candidat. Lui, c'est Joshua aussi du SDF. Je ne sais pas si l'élément est calé. Il était question que nous prenons quand même l'extrait de Joshua aussi. Si l'élément n'est pas calé, il faut dire qu'aujourd'hui, Joshua aussi est dans le sud-ouest. Et puis, son programme prévoit que demain, il soit du côté de Souza, Mbanga. Et puis, il se rendra également du côté de Konsamba. Et il va terminer sa tournée de cette journée-là du côté de Bapang, donc dans la région de l'Ouest. Je ne sais pas si l'élément de Joshua aussi, si l'extrait de Joshua aussi est calé. Si l'élément n'est pas calé, alors Ange, Joshua aussi. We had a program today, and which should be starting at 12. So it was just normal to attend church, and I am delighted to be here at Bapeng, Presbyterian Church of Bapeng, for this cultural harvest. And I think it has been a great sermon, inspiring sermon. And now we are ready to move on to Kogi, to come back here. Absolutely no political link, of course. If you want to politicize your faith, then you have to go into every church and visit all the faiths that you have. No, I am a Presbyterian, so I came to spend this. Un petit peu pour la qualité du son du candidat du SDF,
Joshua aussi, qui est donc dans le sud-ouest aujourd'hui. Et je le disais tantôt, Joshua aussi sera demain dans la région de l'ouest ou également dans certaines villes, donc Souza, Mbanga, Nkonsamba et Shibafang. Alors, Joshua aussi dans le sud-ouest aujourd'hui et demain il poursuit dans la région de l'ouest. Lui également, c'est une mesure, une démarche qui peut véritablement mener à la victoire. Bon, il faut reconnaître qu'au vu des péripéties par lesquelles est passé son parti, le SDF, depuis un bon bout de temps, il est normal qu'il rentre dans ces zones-là, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, pour sécuriser davantage son électorat, parce que il a toujours été reconnu que ce sont ces zones parfois dites anglophones qui ont toujours été le bastion du SDF. Et au regard de ses performances aux élections de 2018, notamment où il a eu 3,36%, étant quatrième à l'élection présidentielle, je crois que c'était un résultat auquel on ne s'attendait pas, vu leur expérience et tout le reste, mais ils avaient été dévancés par Cabral Lebi et le Parti Univers. Donc je me dis que certainement il est sur ce chemin-là où il veut davantage asseoir sa présence et reconquérir cet électorat qu'il a perdu pour davantage solidifier ses résultats durant l'élection. Mais ce sera un tout petit peu difficile à réaliser au vu des démissions que le SDF a eu à connaître au cours de l'année, notamment la plus parlante, celle de février 2018, où il a perdu un grand nombre de cadres et des militants de base de son parti. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et courage, mais la tâche est ardue et très difficile. La tâche est donc ardue et très difficile pour le candidat du SDF, Joshua aussi. Alors, Dr Manga, Joshua aussi est dans une démarche d'aller de région en région. Demain, il est prévu pour voir 4 meetings du côté de l'Ouest, c'est dans d'autres régions. Joshua aussi est là dans une démarche qui peut véritablement influencer son électorat ou bien alors acquérir plus de militants. Il faut dire que le candidat du SDF, Joshua Oshie, à la suite du décès du feu Nijong Fundi, du chairman, le SDF s'est vu être un parti en lambeau. Ce qu'il faut dire, il incombait au candidat Joshua Oshie de pérenniser, ça veut dire de gérer cette grande responsabilité-là, d'assurer la pérennité du Social Democratic Front. Pour le candidat Joshua Oshie, le fait d'aller débuter, on va dire ainsi, sa campagne électorale du côté du Sud, notamment à Tiko, n'est pas anodin, n'est pas fortuite. Tiko, c'était l'étape d'hier. Il faut bien dire que pour le candidat, il s'est résolu dans son programme politique de résoudre rapidement la crise anglophone qui sévit du côté du sud et du nord-ouest depuis 2016. Et je pense quand même qu'il a non voulu avoir les bénédictions ancestrales. Il faut le dire, c'est important dans notre système africain, plus que vraiment camerounais. Il a aussi surtout voulu avoir des conseils, voulu avoir l'appui de la base. Vous savez que le SDF, c'est un parti, comme j'aime souvent le rappeler, c'est un parti régional. C'est-à-dire on se situe généralement dans les régions du sud-ouest ou encore dans les régions du nord-ouest. Je pense sincèrement que le fait pour le candidat Joshua Oshie de continuer, vous avez bien relevé, qu'il ira demain dans la région de l'ouest et dans d'autres régions forcément. Peut-être il pourra engranger un capital sympathie, mais de manière générale, mon point de vue en tant qu'expert, en tant que juriste, c'est que depuis au lendemain de la mort du chairman Joshua Oshie, les choses ne sont plus devenues les mêmes et il est très difficile pour le candidat Joshua aussi de pouvoir avoir des scores comme le fondateur du SDF en 1990. Merci. Alors, Jean-Jacques Emile, Joshua aussi, du côté du sud-ouest aujourd'hui, demain du côté de l'ouest, où il tiendra plusieurs meetings, parce qu'il y a environ 3 de ce côté-là, rien que pour la journée de demain, lundi.
Je choisis dans une démarche où il doit véritablement influencer les autres partis en lice, ou ses adversaires politiques, si on peut le dire ainsi. Ben, il faut dire que Joshua Oshie a fait face à une problématique sérieuse, c'est la problématique de la personnalité. Vous savez qu'il remplace carrément quelqu'un de mythique et de mythologique et même d'anthologique. Le chairman Ni John Fundi, paix à son âme. Vous savez, lors de l'élection présidentielle de 1992, je vous l'ai dit, le SDF, qui était à la tête d'une coalition, était deuxième, était presque au coude à coude avec le RDPC. Et vous savez, Ni John Fundi, lorsqu'il faisait ses campagnes, ses meetings, ne parlait pas beaucoup. Dès qu'il levait le bras, il dit seulement « Power to the people », ça scandait, ça rendait la foule électrique. Tout le monde était saisi par un magnétisme presque délirant. Et vous comprenez qu'entre simple personnalité, personnalité mythologique, personnalité anthologique, personnalité, on pourrait éventuellement dire mystique, Ni John Fundi l'était. Et de là à remplacer une telle personnalité ou alors un tel personnage, vous voyez que Joshua Oshie a du travail à faire. Et il faut maintenant non seulement être adoubé par le parti, c'est la raison pour laquelle il allait commencer à Bamenda, mais aussi reconnaître que le chairman, en laissant le parti à Joshua Oshie, n'a pas laissé le parti à quelqu'un de sa région. Vous voyez, il faut donc comprendre aussi cet aspect. Et les gens qui étaient là non seulement à cause de la personnalité de Ni John Fundi, ont de la peine à être convaincus que Joshua Oshie est aussi l'incarnation non seulement de la continuité de la politique en termes de celle relayée par le SDF, mais aussi la possibilité de pouvoir remplacer le chairman de par ses origines et de par ses caractéristiques. Et vous comprenez la difficulté qui est la sienne, mais Joshua Oshie croit en son potentiel, il croit en son travail, et c'est la raison pour laquelle il boude les alliances et les contre-alliances. Et il est convaincu de ce qu'il peut arriver au bout de l'effort, et qu'au soir du 12 octobre, on pourrait éventuellement scander son nom. Et cette conviction l'amène à comprendre que la seule action qui puisse l'amener à ce niveau, ce n'est que le travail. Et c'est la raison pour laquelle on voit son dynamisme et son déploiement sur le terrain, qu'on ne peut qu'apprécier à sa juste valeur. Merci. On peut donc apprécier le dynamisme de Joshua Oshie sur le terrain et surtout ces mesures qu'il prend pour un maillage encore, pour redorer le blason du SDF comme dans les années antérieures. Docteur Yannick Nieley, docteur Joshua Oshie aujourd'hui du côté du sud-ouest, il continue son périple de ce côté-là, on peut dire dans les régions dites anglophones. Également, demain, il sera dans les régions de l'ouest, lui également dans la même stratégie que Matomba, qui part d'une région voisine à une autre, et puis pour essayer d'avoir le plus de militants possible. Est-ce que cette stratégie, cette démarche peut véritablement impacter la campagne de Joshua Oshie, le candidat du Social Democratic Front? Oui, c'est une démarche qui a pour objectif effectivement d'impacter, pour ne pas dire de réconcilier les militants du SDF à leur actuel leader, et qui est par ailleurs candidat. Sauf que, j'aime à le dire, l'héritage de Joshua Oshie est un héritage difficile à gérer, parce que il faut le savoir, il faut peut-être le noter avec force, c'est que le SDF a eu un âge de gloire au moment où le Cameroun était fracturé, entre guillemets, par deux éléments fondamentaux en termes de linguistique, la francophonie d'un côté, l'anglophonie d'un côté. Ça fait que la force et le power de feu Ni John Fundi était structuré autour des capacités linguistiques qui étaient celles de l'anglais et donc de l'anglophonie. Maintenant, le Cameroun a beaucoup évolué. Et c'est le mouvement-là que le SDF devrait suivre. À savoir que nous sommes partis d'une approche purement linguistique quand nous identifions les partis en termes d'anglophonie, francophonie, à une approche complexe où effectivement tous les éléments de la nation sont mobilisables dans un parti. Et ce sont les partis qui parviennent à faire cela. C'est-à-dire à essayer de tuer et taire les différences qui sont liées notamment à un héritage culturel qui nous vient par ailleurs de très loin, qui peuvent subsister et espérer faire des meilleurs chiffres. Je prends pour illustration le parti au pouvoir. Vous voyez, le parti au pouvoir fait l'effort de fédérer, n'est-ce pas, toutes les énergies, d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent, pourquoi? Parce qu'effectivement, le paradigme ici, c'est la complexité.
On ne peut pas se focaliser sur un élément linguistique pour créer la force d'un parti ou sur un élément culturel pour créer la force d'un parti. Culturel parce que peut-être on appartient à une communauté. Non, il faut au-delà de ça aller avec des référents qui permettent de comprendre le contexte actuel du Cameroun. Le contexte actuel du Cameroun, c'est cette complexité-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut s'appuyer là sur les éléments fondamentaux, notamment les textes. Le Cameroun est un pays bilingue qui a pour langue officielle l'anglais et le français. En français facile, cela voudrait dire que nous sommes tous anglophones, nous sommes tous francophones. Merci. Oui, on comprend donc pourquoi je choisis, commence dans la partie anglophone, toutes mes excuses. Docteur, pour cette chute brutale. C'est arrêt brutal. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Nous sommes tenus également par le temps parce que nous avons une deuxième partie qui va suivre. Alors, nous prenons donc l'autre candidat, Tomaino Ndamdouya, Patricia Tomaino Ndamdouya, de l'UDC. Quant à elle, aujourd'hui, n'a pas véritablement effectué un meeting de terrain, mais également a plutôt tenu une réunion d'évaluation du meeting de lancement hier ici à Yaoundé, et précisément au stade Omnisport. Elle n'est pas, elle n'est pas sur le terrain, mais elle sera encore sur le terrain d'ici demain. Alors, Ange, Tomaino Ndamdouya, l'honorable, la candidate de l'UDC n'est pas sur le terrain aujourd'hui, mais elle fait une première évaluation après une journée de campagne. Est-ce que là, c'est véritablement... Qu'est-ce qu'on peut comprendre en une journée, on fait de l'évaluation? Est-ce qu'après chaque jour, on pourra faire l'évaluation? Bon, on y voit là les qualités d'un manager conscient. Donc, après avoir posé les actes, il faut les évaluer. Mais c'est le timing qui pose problème un tout petit peu. Parce que là, ils sont pas de course. Nous avons 14 jours. Oui, moins de 14 jours. C'est-à-dire que les réunions d'évaluation doivent se faire entre les meetings ou bien entre les réunions stratégiques et tout, mais pas toute une journée. C'est bien de faire les évaluations, mais le timing n'est pas bon. Bon, j'espère tout au moins que cette stratégie que Madame le maire a adoptée lui permettra Madame l'honorable. Oui, Madame le maire. Oui, Madame le maire de Fumban. Oui, la stratégie qu'elle a adoptée, oui, candidat de l'UDC, j'espère que cette stratégie lui permettra de faire plus que le résultat que l'UDC a connu en 2018, parce que c'est 1,73%. Donc si cette année, elle parvient tout au moins à consolider les acquis, c'est-à-dire faire au moins ces 1,73%, ça aurait démontré qu'elle a pu maintenir l'héritage qui lui a été transféré, malgré le départ des têtes de pro comme Sambaka et tout le reste. Donc on observe, on verra au soir du 12 si exactement elle a tenu, afin que pour une élection nationale comme celle-ci, on ait pu ressentir le poids de l'UDC. C'est vrai qu'on aurait souhaité que son initiative de porter un candidat consensuel de l'opposition puisse connaître un succès franc, afin d'amener un challenger de poids en face du candidat sortant. Donc voilà, on merci, attend. Je rappelle qu'on n'aura pas, on ne va pas prendre tout le monde, peut-être Jean-Jacques, parce que là, il n'y a pas une activité phare, c'est juste une réunion. Oui, c'est juste pour problématiser l'action de la seule dame des 12, pour demander, pour dire tout simplement que l'heure n'est plus à la théorie, mais plutôt à l'action. Et on a envie de se poser une question. Vous savez, lorsqu'on suivait les Américains, il y a un Américain qui a dit « I have a dream ». On a envie de se demander si la dame a vraiment un rêve et si elle peut arriver jusqu'au bout en disant, comme le disait Barack Obama, yes we can. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on a un rêve et agir de façon séquencée, de façon saccadée. Bon, on aurait bien voulu que les réunions d'évaluation se tiennent à mi-parcours, mais bon, écoutez, chacun a sa stratégie, peut-être qu'elle n'a pas envie d'arriver jusqu'au bout, mais nous admirons non seulement sa loyauté, mais son effort, mais aussi son courage à participer à cette élection. Merci. Ceci dit, nous allons parler de l'actualité de l'UMS, de l'Union des mouvements socialistes, avec son candidat Pierre Kwemo, donc, qui tient son meeting d'ouverture de sa campagne aujourd'hui du côté de Penja, dans le département du Mongo. Nous sommes là dans la région du littoral. Alors, docteur Manga, Pierre Kwemo choisit la ville de Penja pour l'ouverture de son meeting. Il est là, de ce côté-là aujourd'hui même. Penja, c'est porteur pour un candidat qui rêve à accéder à la magistrature suprême. C'est stratégique, la démarche de Pierre Kwemo de l'UMS. Il faut bien dire que la démarche du candidat de l'UMS n'est pas anodine. Elle
il faut bien dire que le fait de commencer la campagne électorale du côté du Mungo, du Penja, de Mungo, parce que c'est là-bas, il y a on peut dire son bastion, il y a son bastion de ce côté-là, n'est pas anodin. Je pense quand même qu'il fallait commencer avec les siens, c'est mon humble avis, il fallait commencer avec les siens, avant plutôt de voir dans quelle mesure se déployer sur toute l'étendue du territoire. Mais pour parler de manière plus sérieuse, pour une élection présidentielle, comme celle à laquelle nous assistons au Cameroun 2025, le candidat de l'UMS gagnerait, je l'ai dit ainsi, gagnerait à davantage se positionner sur, on va le dire, peut-être c'est le défaut de ressources qui fait défaut, parce que ce n'est pas évident d'avoir des bastions dans des positions stratégiques sur le territoire camerounais. Parce que si on prend le cas, par exemple, très simple du RDPC ou bien de l'UNDP, vous savez que c'est eux, au moins, c'est ces partis positions quand même, c'est un ancrage territorial. Et pour finir, je pense sincèrement que le candidat de l'UMS gagnait plutôt à l'avenir. Peut-être parce qu'il serait difficile pour lui, pour l'instant, je conjugue bien mon verbe, c'est difficile pour lui de venir à bout de gagner les élections au soir du 12 octobre. Maintenant, la stratégie, ce qu'il a lieu de faire pour l'instant, c'est voir dans quelle mesure se faire connaître et voir dans quelle mesure voir s'allier même, voir une certaine de coalition avec d'autres partis politiques d'opposition. Merci. Donc là, nous dit Dr Manga, le candidat Kwemo est incertain de gagner au soir du 12 octobre, mais peut également s'allier à d'autres candidats, ses confrères. Dr Yannick, nous sommes là, nous parlons du candidat Kwemo, qui l'a choisi, la région du littoral, surtout le département du Mungo, où nous savons qu'il a également une bonne assise de ce côté-là. Mais est-ce que cela est véritablement influencé la campagne, non seulement la campagne, mais également le résultat au soir du 12 octobre prochain? Bon, influencer le résultat, attendons voir. Ça peut faire, on va dire quoi? On peut commencer à considérer avec l'honorable Kwemo que l'on commence ou on débute sa campagne comme les autres l'ont fait. Hein. Là, on sait, où on pense avoir suffisamment de capacité de mobilisation. Seulement, il faudrait peut-être indiquer que la mobilisation dont il s'agit ici voudrait que l'on puisse la faire dans toute l'étendue du territoire. Bon, j'ai vu, il a un gros véhicule qui l'accompagne. C'est un véhicule qui a la capacité de se déplacer dans tout le pays de toutes les façons. Parce que ce qui est certain, un engin de ce calibre-là peut faire le tour du Cameroun. Est-ce qu'il peut le faire en 14 jours? Allons savoir. Maintenant, est-ce que ne pas pouvoir le faire voudrait dire qu'on perd un certain électorat? Ça va de soi. Parce que si vous n'avez pas la capacité de mobiliser les gens, j'aime à le dire, le vote n'est pas virtuel, le vote est réel. Et donc, le projet de société, on le présente à des personnes réelles, visibles. C'est pour cela que si un parti, à mon humble avis, au regard des délais qui sont suffisamment courts, a la capacité de se déployer sur plusieurs endroits au même moment, peut-être que ce serait bien de le faire. Et je vois bien que c'est ce que le RDPC fait. Lui qui est derrière une grosse machine, mais il se déploie à plusieurs endroits au même moment. Donc, peut-être que Kwemo pourrait aussi faire de la même chose, quoi. Merci. Alors, bon, nous allons partir un peu vite, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a une petite analyse, parce que nous terminons le premier week-end de campagne, et puis vous allez également donner vos avis de ce côté-là. Sauf si Ange voulait dire un mot sur le candidat Pierre Kwemo. Bon, tout ce que je peux dire, c'est de ne pas dire certainement comme le docteur Manga que le candidat Pierre Kwemo pense à la victoire au soir du 12 octobre. Non, mais ça s'inscrit en continuité de ce que j'ai eu à faire remarquer hier soir, que l'UMS et le candidat Pierre Kwemo sont dans une démarche de construction de notoriété, d'établissement de leur connaissance sur le plan national. D'où par exemple la problématique du plagiat, de telle en sorte que les candidats qui ont une certaine notoriété, comme le chef de l'État, qu'on puisse coller son image à la sienne, afin davantage de communiquer sur lui davantage. Donc c'est en pleine continuité.
Bafang, qui est son bastion, je pense qu'il croit qu'il a déjà consolidé ses voix à ce niveau-là, qu'elle ne souffre de rien. Il a essayé de progresser en allant vers le Mongo, Mapendia et tout. Je pense que la suite, ce sera certainement Douala. Et après, le centre, pourquoi pas ailleurs. Mais bon, il est certainement dans une démarche de se faire connaître sur le plan national. Et c'est un ballot d'essai, sauf si je me trompe. Je pense que c'est la première tentative